C'est aujourd'hui que nous allons faire notre retour vers Istanbul. Cependant, ce début de matinée sera réservé à l'un des plus beaux monuments de Bursa, la Grande Mosquée. Elle fut érigée sur ordre du sultan ottoman Bayezid Ier entre 1396 et 1399. Elle comporte 20 dômes et 2 minarets. Elle est la plus grande mosquée de Bursa et est considérée comme un des meilleurs exemples des débuts de l'architecture ottomane qui utilisa de nombreux éléments liés à l'architecture seldjoukide. Elle possède un large plan rectangulaire avec 20 dômes alignés en 4 rangées et supportés par 20 colonnes. Les 20 dômes ont été construits au sein d'un même édifice et non séparément, contrairement aux 20 mosquées que Bayezid Ier avait promis après sa victoire lors de la bataille de Nicopolis. Une fontaine a été inclue afin que les fidèles puissent réaliser leurs ablutions avant la prière. L'intérieur, quant à lui, est spacieux, légèrement éclairé, afin de créer un sentiment de paix et de contemplation, et les subdivisions formées par les nombreux dômes génèrent une intimité propice à la spiritualité. La grande mosquée de Bursa possède, par ailleurs, 192 panneaux muraux monumentaux rédigés par les plus fameux calligraphes ottomans de l'époque, ce qui en fait l'un des plus grands exemples de style calligraphique arabe au monde. Ils sont écrits sur les murs, les colonnes ou des panneaux de tailles différentes. Une petite pause libre nous permet de nous promener dans les rues, d'y voir quelques scènes de la vie quotidienne et d'innombrables magasins. Ici aussi, les étals présentent aux touristes et aux autochtones leurs meilleurs produits et notamment une inattendue présentation de la mode européenne des robes de mariée. Une fois de plus, la pluie nous accompagne vers ce restaurant où l'indiscrétion me conduira vers les cuisines avant que de reprendre la direction d'Istanbul, cette fois sous un déluge.
Au hasard de la route, une station affiche son litre de carburant à 73 centimes d'euros. Il me semble qu'il s'agit de diesel. Quelle heureuse époque! C'est en écoutant les commentaires éclairés de notre guide que nous rejoindrons les abords d'Istanbul. Cependant, il est forcément nécessaire de traverser le Bosphore, et donc d'emprunter l'un des 4 ponts. Les files d'attente des voitures sont assez impressionnantes et plutôt agrémentées par les vendeurs de produits alimentaires, de fleurs, qui n'hésitent pas à circuler entre les véhicules. La traversée du détroit permet une vue panoramique sur les différents paysages et donne à l'entrée dans la ville une toute autre dimension. Demeures luxueuses ou moins élégantes, magasins et bâtiments administratifs se mêlent dans ce qui semble être un étrange désordre de modernisme et de tradition. La nuit est tombée depuis un bon moment. La ville nous offre un tout autre décor et comme toutes les grandes villes du monde, les voitures et les véhicules de transport font à cette heure la partie belle au spectacle que dominent certains monuments.
soir, nous dînerons quasiment au pied de la mosquée bleue. Et bien sûr, la basilique Sainte-Sophie ou encore la mosquée bleue prendront leur couleur d'apparat sous les projecteurs et très curieusement, Istanbul nous semble calme et tranquille. Pour cette dernière nuit en Turquie, l'idée est de faire un petit Istanbul by night par le bus avec quelques arrêts sympathiques avant de regagner notre hôtel. Ici, le pont du Bosphore qui, depuis 2007, s'illumine ajoutant au charme de la nuit. Depuis 2016, ce pont a été rebaptisé du nom de Pont des Martyrs du 15 juillet, en hommage aux victimes de la tentative de coup d'État de la nuit du 15 au 16 juillet de l'année précédente. Les bateaux de croisière rentrent de leur périple de la nuit, pendant que sur ce pont, la pêche à la ligne va bon train. La tour de l'horloge qui nous apparaîtra quelques secondes est une tour de 27 mètres de hauteur, érigée entre 1890 et 1895, fabriquée par la maison d'horlogerie française Jean-Paul Garnier. Ici, l'ambiance semble être bien plus animée. Les marchands de marrons chauds ou de kebab sont en pleine activité. De fait, nous sommes dans le quartier de Taksim, un quartier consacré à la vie nocturne, au shopping, au restaurant et considéré comme le cœur de l'Istanbul moderne. Des édifices du 19e siècle accueillent aujourd'hui de grandes enseignes internationales, des cinémas et des cafés. Cet endroit est particulier car on y trouve aussi le monument de l'indépendance. Ce monument de 11 mètres de haut représente les fondateurs de la République turque et notamment Atatürk qui a commandé les travaux. Construit en 2 ans et demi avec le soutien financier de la population, dévoilé le 8 août 1928, il a été conçu par un sculpteur et un architecte italien.
En bronze, il pèse 84 tonnes et a été ramené de Rome. Il constitue un site important où les cérémonies officielles des jours fériés nationaux sont organisées. L'aqueduc de Valence est un aqueduc romain. Il était la principale source d'approvisionnement en eau de Constantinople, aujourd'hui Istanbul. Il demeure l'un des monuments emblématiques de la ville avec une section encore existante de 921 mètres de long, d'une hauteur de 20 mètres et le boulevard Atatürk passe sous ses arcades. C'est ainsi que nous venons de commencer cette journée qui nous mène aux embarcadères de la Corne d'Or pour une croisière sur le Bosphore. La Corne d'Or est une ria formant l'estuaire commun à deux fleuves qui se jettent dans le Bosphore. Cet emplacement qui forme un port naturel fut aménagé par les colons grecs pour former la ville de Byzance et un mur d'enceinte le long de la berge protégeait la ville des attaques navales. Un nouveau capitaine? Pas de panique, c'est juste pour la photo. Cet estuaire préhistorique inondé est long de 7,5 km et large de 750 mètres. Sa profondeur maximale, là où il rejoint le Bosphore, est d'environ 35 mètres et est aujourd'hui traversé par 4 ponts. Celui de la Corne d'Or, le pont Atatürk, celui du métro et le pont de Galata. Lors de cette croisière, pendant près de 2 heures, nous allons naviguer le long du détroit du Bosphore et découvrir la beauté et la diversité unique d'Istanbul, cette ville ancienne au carrefour des continents et des cultures, avec les curiosités offertes par les parties européennes et asiatiques de la ville. Il est un des symboles qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, séparant ainsi Istanbul en deux. Il s'agit non seulement d'une voie navigable importante, mais aussi d'une attraction touristique très prisée où vont se mêler mosquées et palais pittoresques. Un circuit qui allie la beauté naturelle du détroit du Bosphore à la riche histoire d'Istanbul. Une petite parenthèse pour ce mastodonte. Le MSC Fantasia, un navire de croisière appartenant à MSC Croisière, a été construit au chantier de l'Atlantique de Saint-Nazaire et livré le 10 décembre 2008. Il est capable de transporter plus de 3000 passagers avec un équipage de 1325 hommes. Sa propulsion électrique et diesel développe 54 000 chevaux à la vitesse maximale de 21 nœuds. Le premier monument que nous voyons est la mosquée de Dolmabahçe, achevée en 1855 et bénéficiant d'une très belle place sur le Bosphore. Bien plus qu'un lieu de culte, elle incarne l'essence même de l'héritage culturel d'Istanbul. Le sultan Abdülmecid Ier, entre 1843 et 1856, souhaitait un palais grandiose et moderne qui rivaliserait avec les résidences royales européennes de l'époque. Ainsi, ce palais est pour la Turquie ce que le château de Versailles est pour la France. Les Ottomans ont investi dans de nombreux et luxueux palais. Cependant, la décision de construire le palais de Dolmabahçe de manière aussi opulente a presque ruiné le budget de l'État. Bien que témoin d'événements importants qui ont façonné le destin de l'Empire ottoman, le palais a aussi été à l'origine des difficultés financières de l'Empire. Ce sont donc des prêts étrangers qui compléteront les dépenses somptueuses engagées pour sa construction, conduisant à une influence étrangère accrue sur les affaires. Couvrant une superficie impressionnante de 45 000 m², le palais de Dolmabahçe donne dans la démesure. À lui seul, le palais, bâtiment monobloc, occupe 15 000 m², 285 pièces, 44 salons dont l'un de 2000 m², 6 hammams et 68 cabinets de toilettes.
Ce géant de transport en vrac, le Ponto d'Amont, a un tonnage brut de 38 684 tonnes, 225 mètres de long. Il a été construit en 2000 avec son port d'attache à Limassol, à Chypre. Pour l'heure, il passe sous le premier pont du Bosphore. Ouvert en 1973, il est long de 1560 mètres. Il a une portée de 1074 mètres entre ses deux pylônes et la largeur du tablier de 39 mètres. Il faut rajouter que le détroit du Bosphore est long de 32 km et marque la limite méridionale entre les continents asiatiques et européens, avec une largeur qui varie de 700 à 3000 mètres. C'est l'un des endroits où le trafic maritime est le plus important au monde. Des milliers de tankers transportent ici le pétrole de la mer Noire. Par ailleurs, chaque matin, environ 1 million d'habitants passent de la rive asiatique à la rive européenne pour aller travailler, soit près du quart de la population de la ville. Heureusement, quelques 150 navires, publics ou privés, effectuent la navette et donnent ce flot incessant de bateaux de toutes les tailles et pour tous les usages. Naturellement, yachts et autres bateaux de plaisance sèment les berges de ce cadre magnifique où sont nichées les plus belles yalis d'Istanbul. La magnifique demeure blanche que nous allons voir est le palais de la Khedive qui abrite aujourd'hui le consulat général d'Égypte. Il s'agit de l'une des plus grandes et des plus spectaculaires demeures traditionnelles en bord de mer du Bosphore. Conçu par un architecte italien, il a été achevé en 1902 avec un style architectural très particulier. Une anecdote historique précise que cette demeure appartenait à la princesse Sémine Ilami, mère du dernier Khedive d'Égypte. Elle portait le titre officiel de Valide Pacha. La légende raconte qu'après la proclamation de la République de Turquie, l'administration officielle s'est adressée à elle dans un courrier omettant son titre de Pacha. Vexée par ce manque de déférence, elle décida sur le champ de faire don de son immense palais au gouvernement égyptien plutôt qu'à l'État turc, à la condition expresse qu'il serve à jamais de consulat. Rumeli Izari, de laquelle nous approchons, est une forteresse située au nord du quartier de Bebek, au point le plus étroit du détroit de Bosphore, avec 660 mètres et se trouve juste en face de la forteresse Anadolu Izari sur la côte anatolienne, une autre forteresse ottomane qui a été construite entre 1393 et 1394. Le lieu a été choisi pour empêcher tout renfort venant de la mer Noire pour Constantinople au cours du siège de la ville en 1453. Elle a été construite par le sultan ottoman Mehmed II entre 1451 et 1452, avant la chute de Constantinople. Dans une précédente tentative ottomane pour la conquête de la ville, le sultan Murad II avait rencontré des difficultés en raison d'un blocus du Bosphore par la flotte byzantine. La nécessité d'une forteresse en face de Anadolu Izari paraissait donc indispensable aux Ottomans. La construction commença le 15 avril 1452. Avec l'aide de milliers de maçons et ouvriers, la forteresse fut achevée le 31 août 1452 en un temps record de 4 mois et 16 jours. Construit en 1986, mis en service en 1988, nous venons de franchir le second pont sur le Bosphore.
Sa longueur totale est de 1510 mètres. La distance entre les deux tours principales est de 1090 mètres. Ce navire vraquier qui s'apprête à nous croiser a été construit en Chine en 2009. Son drapeau est Liberia et son port d'attache Monrovia du même pays. Son tonnage brut est de 31 194 tonnes et peut transporter 53 477 tonnes, avec une longueur de 190 mètres. Le lycée militaire Kouleli, qui apparaît à l'image, est un établissement d'enseignement secondaire turc sous direction militaire comportant une école de guerre et une école préparatoire de médecine. Cette académie est fermée depuis le coup d'État de 2016. Le pont suspendu du sultan Mehmet, construit en 1986, mis en service en 1988, il s'agit du second pont franchissant le Bosphore. Sa longueur totale est de 1510 mètres et la distance entre les deux tours principales est de 1090 mètres. À l'heure actuelle, il est le 15e plus long pont suspendu au monde. Et puisque nous avons un peu de temps et que ces images montrent le trafic sur cet endroit, il faut également parler des innombrables manoirs et villas qui trônent fièrement le long du détroit du Bosphore et sont connus sous le nom de Yali, qui signifie rivage marin. À l'origine, elles étaient toutes peintes en rouge et à partir du XVIIIe siècle, elles adoptent des tons pastels. Ces maisons étaient traditionnellement construites en bois et appréciées de l'élite ottomane et des riches propriétaires. Au départ, la modestie de leur apparence extérieure s'opposait à la richesse de leur intérieur. Ils les utilisaient comme résidences secondaires, notamment pour les vacances. Les yalis visibles actuellement sur le Bosphore datent du XVIIIe, XIXe et XXe siècle. Ce sont donc des éléments importants de l'histoire de la région. Les yalis se négocient actuellement pour les plus somptueuses entre 4 et 83 millions d'euros. Nous voilà revenus à bon port et les manœuvres du commandant amènent tranquillement le bateau à quai, concluant ainsi une excellente et belle croisière sur cet étonnant coin du monde. Et une image très inattendue avant de nous rendre au musée Sainte-Sophie. Situé à proximité de la mosquée en activité, le musée d'histoire de Sainte-Sophie est une visite incontournable. Le musée présente plusieurs expositions interactives et des objets soigneusement conservés.
ancienne cathédrale orthodoxe byzantine au VIe siècle, puis mosquée ottomane, puis musée et aujourd'hui à nouveau mosquée, Sainte-Sophie est un joyau architectural renommé d'Istanbul. La mosaïque de D6 est située dans la partie sud de la galerie de Sainte-Sophie. Elle représente le Christ trônant entre la Vierge Marie et Jean-Baptiste qui lui demande d'intercéder en faveur de l'humanité. Le grand dôme est une merveille d'ingénierie et de son temps. Sa taille et ses ornements complexes laissent bouche bée, et en levant les yeux, les magnifiques mosaïques byzantines qui ornent sa surface présentent des scènes de la vie de Jésus, de la Vierge Marie et de divers saints. La possibilité de monter au niveau supérieur de la construction par une galerie pavée offre une vue imprenable sur les splendeurs de Sainte-Sophie. Ici, le mihrab. Il s'agit d'une niche ornée orientée vers la direction de la Mecque, située dans l'abside de la Sainte-Sophie. Cette relique a été ajoutée après la transformation de l'église en mosquée. Le minbar est proche du mihrab. Il s'agit d'une chaire surélevée qui était utilisée par les imams pour prononcer leurs sermons. Le travail complexe du bois et les motifs décoratifs témoignent de l'opulence et du savoir-faire des artisans ottomans. Avec sa grande coupole impressionnante, ses mosaïques complexes et la fusion d'éléments byzantins et islamiques, le site Sainte-Sophie est un témoignage permanent de la créativité humaine, de la résilience et de la coexistence harmonieuse de différentes civilisations. C'est en longeant les rives du Bosphore que nous atteignons la mosquée Bayezid II. Il s'agit d'une mosquée impériale ottomane située sur la place Beyazit, non loin du Grand Bazar
et des ruines du forum de Théodose de l'ancienne Constantinople. Elle fut construite par le sultan ottoman Bayezid II avec une coupole plus modeste de seulement 18 mètres de diamètre. En tant que mosquée impériale, elle possède 2 minarets, également une cour à portique et un jardin périphérique, et il s'agit du second complexe impérial de mosquées érigé à Istanbul après la conquête de Constantinople par les Ottomans. La pureté est essentielle à la prière. Selon la religion islamique, avant qu'une personne ne se tienne debout pour accomplir la prière rituelle, elle doit s'assurer de la pureté de sa croyance en l'unicité de Dieu et s'assurer que son cœur est dénué d'arrogance et d'hypocrisie. Elle doit ensuite accomplir ses ablutions rituelles avec de l'eau. Un autre lieu, une autre ambiance, tout proche. Le Grand Bazar d'Istanbul est l'un des plus grands et des plus anciens marchés du monde. Situé le long de 65 rues intérieures auxquelles on accède par 21 portes, dont 4 portes principales, il est occupé par 3600 boutiques sur une surface totale de 30 700 m². Il est l'une des principales attractions touristiques d'Istanbul et attire entre 250 000 et 400 000 visiteurs par jour. Et comme tous les bazars, il est organisé par quartiers regroupant chacun un certain type d'artisanat, bijoux, tapis, textiles, mosaïques, argenterie, etc. Au centre se trouve une vaste salle voûtée, sorte de marché aux puces, où s'entassent d'innombrables vieilleries, armes anciennes, bijoux, parures, vaisselle, argenterie, pièces de monnaie, etc. Bien que ravagé plusieurs fois par des incendies, dont le dernier est survenu en 1954 détruisant la moitié du bâtiment, aujourd'hui le Grand Bazar est un complexe florissant employant quelques 26 000 personnes. Nouvelle et dernière journée en Turquie. Les valises sont prêtes et les quelques heures qui nous restent avant de rallier l'aéroport d'Istanbul nous permettent de nous promener dans cette ville magnifique, grouillante, bruyante à souhait et à capter quelques scènes originales.
D'ailleurs, l'une de ces scènes fera frémir quelques-uns des touristes que nous sommes, et la vue du couteau fera craindre le pire. Et puis, une petite pause et le départ de l'hôtel. Nous en profiterons pour remercier notre chauffeur et le guide exceptionnel que nous avons eu. Nous lui devons beaucoup pour la richesse de ses commentaires et la justesse de ses points de vue sans langue de bois. Un beau souvenir du chauffeur, du guide. On vous remercie pour tout ce que vous nous avez apporté. Je vous remercie également. L'aéroport d'Istanbul duquel nous approchons est un aéroport international situé au nord-ouest d'Istanbul, à proximité de la mer Noire. Il remplace l'ancien aéroport Atatürk que nous voyons sur ces images. Inauguré par le président Erdogan le 29 octobre 2018, il est le principal aéroport de Turquie et le plus grand aéroport du monde en capacité, qui accueillera à terme 200 millions de passagers par an et sera doté de 6 pistes en 2028. Le coût total du projet est estimé à 7 milliards de dollars sans compter les frais de financement. Il a accueilli plus de 80 millions de voyageurs en 2024, ce qui en fait le deuxième aéroport le plus fréquenté d'Europe en 2024, après l'aéroport d'Heathrow à Londres, et le 7e aéroport le plus fréquenté au monde en 2024, quant au trafic total de passagers avec plus de 63 millions de passagers internationaux. Un bémol cependant. En septembre 2018, les ouvriers du chantier manifestent afin de dénoncer leurs conditions de travail. Selon un rapport publié en février par un journal turc, près de 400 ouvriers ont perdu la vie depuis le début des travaux en 2015, alors que le gouvernement n'en reconnaît que 27. D'après les associations de défense de l'environnement, quelques 2,5 millions d'arbres ont été détruits par le projet, ainsi que des zones humides et des dunes de sable côtières. La destination de l'aéroport Charles de Gaulle à Paris nous amène à survoler la Bulgarie, la Serbie, la Croatie, l'Autriche, l'Allemagne et enfin la France dans un soleil couchant magnifique.